sur cette troisième partie du cours que nous attaquons. Grand 3, grand 3 du cours, avons-nous le devoir d'être heureux? Avons-nous le devoir d'être heureux? Nous allons examiner un texte d'un philosophe connu sous le pseudonyme d'Alain. C'était le pseudonyme d'un professeur en classe préparatoire de la première moitié du XXe siècle. C'était Émile Auguste Chartier, professeur en classe préparatoire notamment au lycée Henri IV, et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages qui vont marquer toute une génération. Quand je dis un certain nombre d'ouvrages, je suis en train de regarder sa biographie. Il en a écrit une petite trentaine de son vivant. Et il y en a, je crois, une petite dizaine, un peu moins d'une dizaine, qui ont été publiés après sa mort. C'est dire s'il a écrit. Et il est notamment célèbre pour ses propos. Il a écrit des propos sur l'esthétique, le christianisme, la littérature, le pouvoir, l'éducation. Et là, ce sont les propos sur le bonheur qui vont évidemment nous intéresser. Donc, Alain va ici défendre une thèse qui s'oppose de manière assez frontale à celle de Kant, à savoir que le bonheur peut faire l'objet d'un devoir, et d'un devoir qui n'est pas indirect, contrairement à ce qu'il dit dans l'introduction à la doctrine de la vertu, mais bien un devoir direct. Alain va prendre au sérieux la thèse selon laquelle il y aurait un devoir d'être heureux. C'est une thèse qui évidemment ne va pas de soi, qu'il va falloir décortiquer, mais qui est relativement simple à saisir parce qu'il en donne une argumentation qui est directe et claire. Donc Alain propos sur le bonheur, texte qui date de 1923. J'aurai l'occasion de dire quelques mots sur le contexte historique dans lequel Alain va publier ses propos. Ce que l'on n'a point assez dit, c'est que c'est un devoir aussi envers les autres que d'être heureux. On dit bien qu'il n'y a d'aimer que celui qui est heureux, mais on oublie que cette récompense est juste et méritée. Car le malheur, l'ennui et le désespoir sont dans l'air que nous respirons tous. Aussi nous devons reconnaissance et couronne d'athlètes à ceux qui digèrent les miasmes et purifient, tiens, on n'est pas loin du capteur de CO2, et purifient en quelque sorte la commune vie par leur énergique exemple. Aussi n'y a-t-il rien de plus profond dans l'amour que le serment d'être heureux. Quoi de plus difficile à surmonter que l'ennui, la tristesse ou le malheur de ceux que l'on aime. Tout homme et toute femme devraient penser continuellement à ceci, que le bonheur, j'entends celui que l'on conquiert pour soi, est l'offrande la plus belle et la plus généreuse. J'irais même jusqu'à proposer quelques couronnes civiques pour récompenser les hommes qui auraient pris le parti d'être heureux, car selon mon opinion, tous ces cadavres et toutes ces ruines, et ces folles dépenses et ces offensives de précaution sont l'œuvre d'hommes qui n'ont jamais su être heureux et qui ne peuvent supporter ceux qui essaient de l'être. Alors, quelle est la thèse, quel est le noyau de la thèse d'Alain dans ce texte? Alain nous dit effectivement qu'il est moral de rechercher le bonheur pour soi. Comprenez, il est moral de rechercher son propre bonheur. C'est un devoir envers les autres que d'être heureux soi-même. Et quel est l'argument qu'Alain déploie ici? Quel est l'argument d'Alain? Quel est l'argument d'Alain dans ce texte?
Pourquoi est-il moral de rechercher pour soi le bonheur? Antoine. Parce que l'ennui, la tristesse et le malheur de ce qu'on aime, c'est des choses qui sont dures à surmonter. Du coup, bah, pour faire le plus grand bien, il vaut mieux tenter d'être un peu mieux, se donner comme devoir d'être heureux. Alors, il y a ça, effectivement, mais c'est pas la dimension, c'est pas l'argument principal d'Alain. Ouais, Fabien? Parce que selon lui, c'est très méritant de réussir à surmonter le miasme de la vie et de le purifier, entre guillemets, comme il dit. Oui, qu'est-ce qu'il entend par purifier, effectivement, l'air autour de nous quand on est heureux? Ouais. Enlever tout ce qui est négatif. Oui, mais dans quel sens? Quelle est l'idée qu'il y a derrière cet argument? Alain nous dit, il est moral de chercher à être heureux parce qu'en faisant cela, on purifie l'air autour de soi. Ouais. Peut-être le fait de prendre sur soi cette négativité. Alors, on prend sur soi effectivement le malheur des autres et surtout, en fait, l'idée c'est que le malheur est contagieux, mais le bonheur l'est tout autant. Autrement dit, on rayonne de bonheur au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire que notre bonheur rend heureux. Par l'exemple que nous donnons, notre bonheur rend heureux les autres. Alors, effectivement, l'argument par lequel Alain va défendre sa thèse, c'est que, premier argument, euh, par notre exemple, nous montrons qu'il est possible de surmonter le malheur. Autrement dit, celui qui prend le parti d'être heureux malgré tout édifie par son exemple les autres, il édifie moralement les autres, il illustre une vertu, il incarne une vertu, et par là il inspire les autres. C'est la deuxième facette de l'argument d'Alain. Celui qui est heureux rend heureux son entourage. Alors que la personne qui se complaît dans le malheur a l'effet inverse. On dit bonheur et malheur sont contagieux et il est vertueux de prendre le parti d'essayer d'être heureux, de tenter de l'être, à tout prix. Alors, on pourrait objecter à Alain, et c'est l'objection qui nous vient en premier peut-être, on pourrait objecter à Alain que personne ne peut se forcer à être heureux. C'est un argument que on verra par la suite chez Kant notamment, mais c'est un argument vraiment de bon sens. Le bonheur étant un sentiment, autrement dit, ce que Descartes appellerait une passion, nous ne pouvons pas en être responsables parce que nous la subissons bien davantage que... enfin, nous n'en sommes pas responsables directement parce que ce n'est pas le produit de notre action. Or, la thèse que va défendre Alain ici, c'est que le bonheur résulte d'une activité. Autrement dit, le bonheur n'est pas une passion. C'est un sentiment qui émane de notre action et de notre détermination à agir. Ce n'est pas un sentiment que nous subissons. C'est une émanation de notre activité. Donc il y a un sens à dire que nous nous déterminons à être heureux, que nous nous disposons à être heureux, que nous faisons tout pour être heureux. Car effectivement,
le bonheur n'est pas un simple état, c'est le produit d'une activité. Ça va pour tout le monde, ça? Ok. On pourrait objecter, deuxièmement, à Alain que il y a bien des situations où nous ne sommes pas responsables de notre malheur. En fait, les exemples abondent. Certaines personnes sont sont frappées par le sort, un sort qui semble s'acharner sur eux, et il serait malvenu en fait de leur dire bah, si tu es malheureux, c'est parce que tu te complais dans le malheur. Ça semblerait à n'importe qui déplacé, scandaleux. J'ai le souvenir d'amis de mes grands-parents euh, dont le fils était mort, je crois, d'une overdose, et la fille dans un accident de voiture quelques jours ou quelques semaines après son mariage. Qui peut résister à ça, en fait? Qui peut se dire, tiens, bah là, je vais quand même prendre le parti d'être heureux? C'est très difficile dans cette situation. En tout cas, ça demande une certaine forme d'abnégation, de déni. Ça serait peut-être même inquiétant, en fait, que de... Kylian, ça va ou pas? Ah! Bon bah écoutez Alain, arrêtez de vous plaindre. Non, je rigole. Mais vous êtes... ça va. Mais vous n'avez pas besoin de glace vous avez vu l'infirmière? Ah, c'est la glace, ok. Ok. Comme disait Churchill, no sport. La glace, c'est fait pour le whisky, hein, c'est pas fait pour les blessures de guerre. Alors, euh, l'argument, enfin, vous comprenez bien l'objection. Parfois, il y a des relents stoïciens dans ce que nous dit Alain. Les stoïciens considéraient que la grandeur d'âme la vertu consistait à ne pas être affecté plus qu'il ne faudrait par les malheurs qui nous accablent, et tendre du coup non pas à l'apathie, c'est-à-dire il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais il s'agit de ne pas être troublé par ce que l'on ressent. Donc c'est ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie. Donc ça, vous pouvez le noter. Il y a très clairement un arrière-plan stoïcien dans euh, ce que dit ici Alain. J'aurais pu vous donner un texte de Sénèque, une lettre à Lucilius, qui est un de ses amis, une lettre dans laquelle Sénèque répond à Lucilius qui lui parle d'un de ses amis qui a perdu un fils en bas âge, et Sénèque dit au fond, bon, on comprend très bien la tristesse d'un père qui a perdu un fils à la naissance, mais il ne faut pas que cette tristesse trouble l'âme de ce père. Autrement dit, il ne faut pas que la tristesse conduise au malheur. Il ne faut pas que la tristesse conduise au malheur, c'est-à-dire à la spirale de l'inaction, de l'apitoiement sur soi-même, de la désolation et d'une vie qui se recroquevillera sur elle-même. C'est ce que les stoïciens appellent l'ataraxie. L'apathie, ça consisterait à ne rien ressentir, c'est l'insensibilité, et l'ataraxie, ça consiste à ne pas laisser ce que l'on ressent atteindre notre âme, la ronger. Antoine. Ça veut dire qu'il y a une différence entre tristesse et malheur?
Ça voudrait dire qu'il y a une différence entre tristesse et malheur. La différence, c'est effectivement de savoir si je peux, en fait, laisser une sensation, un sentiment, pardon, atteindre ce que je suis. Autrement dit, modifier ma personne. Ressentir de la tristesse, c'est au fond être affecté. Mais est-ce que c'est laisser un sentiment devenir une passion que je subis intégralement et sur laquelle je n'ai aucune prise? C'est justement la limite que tracent les stoïciens entre l'apathie et l'ataraxie. On ne reproche pas à un père qui vient de perdre son enfant en bas âge de ne rien ressentir. On peut en revanche lui reprocher de ruiner sa vie et de se laisser dévorer en fait par le sentiment de la tristesse. Fabien. Et ensuite Roméo. Ataraxie. A-T-A-R-A-X-I-E. Voilà. Apathie. A-P-A-T-H-I-E. L'apathie, c'est non. L'apathie, ça consiste à ne rien ressentir. Et ça, ce n'est pas vertu, c'est monstruosité pour les stoïciens. C'est-à-dire, bon, ma femme est, je ne sais pas, violée devant moi et mes enfants tués sous mes yeux. Je ne ressens rien. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Okay. Mais la vertu, pour les stoïciens, c'est d'avoir en soi la force de surmonter cette tristesse, et même la plus grande tristesse qui soit, pour continuer à être soi-même. Préserver son âme, malgré tout, du malheur. Il ne s'agit pas de dire, tiens, je suis heureux que ma femme soit, voilà, et que mes enfants soient zigouillés devant moi. Ça, évidemment que ce n'est pas ça que visent les stoïciens dans cette situation. Mais ça consiste à dire que malgré tout, eh bien, mon âme n'est pas détruite par la tristesse. Roméo. Et là, du coup, c'est dire qu'il y a une différence entre ce que l'on ressent et notre âme. Et est-ce qu'il y a vraiment une limite? C'est une vraie question. La question, en fait, c'est celle de précisément. Alors c'est très intéressant parce que c'est le cas chez les stoïciens, mais ça va être ensuite le cas chez des philosophes du 19e ou du 20e siècle. Ça va être précisément l'activité de la volonté qui va faire la différence. Autrement dit, je peux très bien avoir des sentiments et en même temps me distinguer de ces sentiments par l'activité de ma volonté. Autrement dit, j'ai des sentiments, mais je ne les suis pas. Je ne les suis pas au sens où je ne m'identifie pas totalement à eux. Je sais les mettre à distance précisément par l'action et par l'activité de ma volonté. Mais aussi par des obligations, du coup, obligations extérieures. Donnez-moi un exemple de cela. Roméo dit par des obligations extérieures. Je ne suis pas certain que le micro capte entièrement. Parce que par exemple, on ressent quelque chose. Ouais. Mais il y a la pression sociale qui nous empêche de faire quelque chose. Alors, c'est très intéressant parce que c'est plutôt le contraire de ce que dit Sénèque. Sénèque dit plutôt que la relation sociale a tendance, en fait, parce qu'elle tend au spectaculaire, à accentuer le sentiment et à nous éloigner de l'ataraxie. Autrement dit, lorsque nous sommes en présence des autres, nous avons le spectacle d'autrui et nous avons tendance aussi à nous donner en spectacle devant autrui. C'est ce qui explique par exemple que on pleure beaucoup plus facilement aux enterrements que dans la solitude. On a aussi l'impression qu'on est plus ému par le spectacle de la souffrance que par la souffrance véritable. Principe classique que vous devez bien connaître de la catharsis,
où en fait on est plus ému par une pièce de théâtre à l'époque d'Aristote ou un film que par ce qui peut véritablement se passer autour de nous. Alors, cela étant dit, Alain aurait tendance à penser, mais les stoïciens aussi d'ailleurs, à penser la valeur de l'exemple. C'est précisément le spectacle de l'homme vertueux aussi qui peut nous inspirer à la vertu. C'est aussi quelque chose que développera beaucoup Bergson, c'est-à-dire qu'il pense que les grands changements moraux, ce qui va véritablement être inventif dans le domaine de la morale, ce n'est pas du tout la pression de la société qui a tendance au contraire à répéter sans cesse les mêmes schémas moraux. C'est l'exemple d'un individu qui va véritablement inventer quelque chose et inspirer par son exemple l'ensemble de la société. On peut penser, je ne sais pas moi, typiquement à certains prophètes, à Jésus, à Luther, pardon, à Martin Luther King, à Mandela. D'un seul coup, il y a des individus qui surgissent, on sait trop d'où, et qui vont bouleverser notre représentation morale et nos schémas moraux, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Parce qu'ils inventent véritablement, ils ont ils ont une intuition du bien qui n'est pas commune et qui va inspirer, par leur exemple, la société tout entière. Alors, c'est l'argument auquel justement je voulais en venir. Ok, effectivement, il y aurait quelque chose de monstrueux à dire, bah voilà, tu es malheureux, c'est de ta faute. Mais précisément, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité des individus vertueux à l'égard de ces gens qui sont effectivement accablés par le malheur. C'est Quelle est la responsabilité de ces individus vertueux? précisément d'inspirer par leur exemple les gens qui sont accablés par le malheur. Il y a là, en fait, un devoir d'être heureux pour soi, pour servir d'exemple à ceux qui n'ont pas en eux-mêmes cette force. Oui, Antoine. Donc c'est ce que disait Kant dans le sens où être heureux pour soi, mais aussi pour les autres, c'est dans ce côté donner l'exemple. Alors, Kant ne disait pas tout à fait cela. Kant disait euh, je dois rechercher le bonheur pour moi-même comme un devoir indirect, parce que si je suis accablé par le malheur, je ne pourrais pas me comporter vertueusement. En fait, c'est un argument qui est quasiment aristotélicien. Ça consiste à dire que si je suis indigent, en mauvaise santé, etc., non seulement je ne pourrais pas me comporter moralement, j'aurais tendance à ne pas écouter la voix du devoir, j'aurais tendance à me comporter de manière effectivement amorale, voire immorale. Okay, je crève de faim, je vais voler. Je suis accablé de dettes, je vais mentir, etc., etc. Mais surtout, et c'est un argument auquel on peut penser, quand je suis accablé par le malheur, je n'agis plus. Je ne peux plus agir. Je suis paralysé. Je ne fais plus rien. Okay. Euh, Typiquement, voilà, l'indigence extrême des plus pauvres se traduit par effectivement l'inaction. L'inaction. On ne fait plus rien. Donc je ne peux pas me comporter moralement si je ne peux plus véritablement agir. C'est un petit peu différent chez Alain. Alain dit, en fait, donc en gros, Kant ne parle pas vraiment ici d'inspiration. Il ne s'agit pas d'inspirer les autres par son exemple, en tout cas pas dans le texte de la section 5 de l'introduction de la doctrine de la vertu que je vous avais donnée. En revanche, Alain nous dit bah, c'est précisément une morale de l'exemple. C'est une morale de l'exemple qu'il s'agit de donner. Alors, pour le coup, Alain est très proche d'Aristote sur ce plan-là. Et donc je voudrais ouvrir peut-être une petite parenthèse sur Aristote. Aristote, dans le livre 1 de l'éthique à Nicomaque, alors
suis bête parce que je suis passé par la salle des profs. Le seul truc que j'ai... Ah si, j'ai encore un bout de craie. Aristote, dans le livre 1 de l'éthique à Nicomaque. Donc en fait, on a déjà vu des textes de l'éthique à Nicomaque, tirés du livre 5 sur la justice, livre 6 sur la prudence aussi. Mais pas encore du livre 1. Dans le livre 1, Aristote définit le bonheur, ce qu'il appelle le daimonia. Alors, le daimonia, ça veut littéralement dire avoir un bon démon en soi. Daimon, c'est ce que les Grecs appelaient, je sais pas moi, un ange gardien, quelque chose comme ça. Et c'est mélioratif. C'est un préfixe mélioratif, ça veut dire bon. Daimonia, c'est avoir un ange gardien qui veille sur nous. Alors évidemment, c'est pas du tout comme ça qu'il faut l'entendre dans la philosophie d'Aristote, dans la philosophie morale d'Aristote. Aristote va considérer que le daimonia, le bonheur, correspond, et d'ailleurs il emploie aussi eudaimonia dans ce sens, correspond à ce qu'on appellerait nous une vie bonne. Une vie bonne. C'est-à-dire une vie vertueuse. Et qu'est-ce que c'est que la vertu? Vous allez voir le parallèle qu'on peut dresser entre le texte d'Alain et le texte d'Aristote. La vertu, c'est une disposition qui consiste à bien agir, alors il y a aussi une dimension affective dans la vertu, c'est-à-dire que c'est bien agir, mais en même temps être, comment dire, être bien disposé à l'égard de ses propres sentiments. Donc être vertueux, c'est être en colère quand il faut être en colère, être courageux quand il faut être courageux, être heureux être joyeux quand il faut être joyeux, etc. Donc ne pas ressentir des émotions à mauvais escient. Et la vertu nous conduit à ressentir du plaisir lorsque nous agissons vertueusement. Autrement dit, le bonheur, c'est le fait de ressentir du plaisir lorsque nous agissons vertueusement. Donc vous voyez la grande proximité ici de ce que dit Aristote et de ce que dit Alain. Et en particulier, Alain va dire que la vertu suprême, la plus grande des vertus, ce qu'il appelle une vertu finale ou une vertu totale, la plus grande des vertus, c'est la vertu de justice, vertu complète, qui va consister à agir non seulement pour soi-même, mais pour autrui. Et donc à œuvrer au bien de la cité, de la police, au bien de la communauté. Oui, oui. La vertu suprême, la vertu totale ou finale, je crois que le terme grec c'est téléia. La vertu
suprême, finale, totale, c'est la vertu de justice qui consiste à agir vertueusement non seulement pour soi-même, mais pour autrui, en œuvrant au bien commun de la cité, en œuvrant au bien commun de la police, P-O-L-I-S. Et ce que nous dit Aristote, c'est ça qui est très intéressant, c'est que on ne naît pas vertueux, comme dirait Simone de Beauvoir, on ne naît pas vertueux, on le devient. C'est-à-dire qu'à la naissance, même l'être le plus doué, le mieux doté par la nature n'est pas vertueux. La vertu, c'est une force de caractère que l'on développe par l'habitude. Alors c'est le rôle des lois, mais aussi et également par l'exemple des hommes vertueux, par l'exemple des autres individus vertueux. Ouais. Il y a aussi une part d'expérience, du coup, puisque ça doit dire qu'il faut fauter pour savoir qu'est-ce que. Alors, ce que nous dit Aristote, tiens, c'est un texte qu'on pourra faire quand on fera la culture, c'est que quand même, plus on faute, plus on va avoir tendance à fauter, parce que la vertu, c'est une disposition, mais le vice aussi. C'est-à-dire que plus on va mal faire les choses, plus on aura tendance à mal les faire. Et mieux on va faire, plus on va bien faire les choses, mieux on aura tendance à les faire. Ça ne veut pas dire que l'homme vertueux ne peut pas se laisser aller au vice de temps en temps, mais ça sera une tendance qui sera de plus en plus facile à combattre, le vice, une fois qu'on sera vertueux. Une fois qu'on aura un caractère vertueux, on aura tendance à agir vertueusement. Okay, mais de manière volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas mécanique, justement. Ce n'est pas mécanique, parce que l'action vertueuse, elle est délibérée et volontaire. Ce n'est pas simplement le produit d'une habitude, même si l'habitude forge notre caractère. Alors, quelques mots sur le dernier paragraphe du texte. Donc, à mon avis, qu'on ne peut pas saisir sans une certaine forme d'information biographique sur Alain. Alain était un professeur. Donc, il est né en 68. Il est né en 68, 1868. Ok. Et il va en fait s'engager volontairement, alors qu'il était militant pacifiste, il va s'engager volontairement dans la Première Guerre mondiale, parce que, alors ça par exemple je ne sais pas si j'en serais capable, il va suivre ses élèves au front. Ses élèves de classe préparatoire sont en âge de combattre. Lui, il a du coup 70-30, il a une quarantaine d'années, même une bonne quarantaine d'années, je crois qu'il a 46 ans lorsque la guerre éclate. Et il va y aller précisément parce qu'il ne supporte pas que les meilleurs soient envoyés au massacre. Alors, à une époque où, en plus, la France n'est pas totalement encore lettrée, où il y a finalement une part infime de la population qui est capable de lire une carte et éventuellement de faire des calculs pour un tir d'artillerie. Ce sont les meilleurs élèves qui sont faits officiers, et un officier, hein, c'est quelqu'un qui est le premier à sortir de la tranchée et le dernier à en revenir quand il en revient. C'est quelqu'un qui a le plus de chances de se prendre une balle dans la poire ou un éclat d'obus dans la glotte. Et donc, Alain va en fait suivre l'exemple de ses élèves. Et donc, quand il parle des assauts de précaution là, à la fin du texte, de ces ruines, de ces cadavres, de tous ces cadavres, de toutes ces ruines, de ces folles dépenses, ces offensives de précaution, que veut-il dire? Alain dit que, en fait, après la guerre, il y a des hommes brisés qui en sont revenus, et
qui pourtant, à partir des morceaux, souvent de leur propre corps, vont essayer de surmonter le malheur, prendre le parti d'être heureux. Et ça, nous dit Alain, ça mérite effectivement quelques couronnes civiques. Le courage, c'était pas seulement d'aller à la guerre, c'était d'en revenir pour continuer à vivre malgré tout. Donc, c'était simplement ça que je voulais noter pour le dernier paragraphe. Donc en fait, si eux sont capables de surmonter le malheur, quelle excuse avons-nous, tous les autres en fait qui n'ont pas combattu et en fait c'est le cas de Alain a pourtant combattu, il a été, je lis ça sur Wikipédia, hein, il a été brigadier dans le 3e régiment d'artillerie et il s'est fait broyer le pied en 1916 par un chariot d'un transport de munitions. Et il va être, en fait, il va jusqu'en 17, il va demander à regagner le front. Et bon, bref, ce qu'on appelle quelqu'un de vertueux, ça. Je doute d'en être capable moi-même. Alors, ce qui est intéressant chez Alain, c'est qu'on voit se dessiner un argument moral que on n'a pas du tout envisagé, et c'est pour ça que en fait, le cours sur le bonheur complète celui sur le devoir. Un argument moral qu'on n'a pas du tout envisagé jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle un argument utilitariste ou conséquentialiste. Oui. Bah, c'était ça la fin de la parenthèse sur Aristote. Ouais. Donc Alain va mettre en place un argument, pour défendre sa thèse, il met en place un argument utilitariste ou conséquentialiste. Qu'est-ce que c'est qu'un argument utilitariste ou conséquentialiste? Les deux mots sont synonymes ou quasiment. Enfin, l'autre est l'explication de l'un. Utilitariste ou conséquentialiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour Alain, la quête du bonheur est morale. Non pas d'abord en elle-même et de manière égoïste, évidemment, et parce que cette quête, parce qu'elle contribue au plus grand bien de l'humanité. Donc, si toutes les doctrines morales se sont préoccupées du lien entre devoir et bonheur, c'est vraiment l'utilitarisme qui va articuler les deux de manière très nette en disant, eh bien effectivement, l'acte moral, c'est celui qui contribue au bonheur du plus grand nombre, et même au bonheur maximal de l'humanité, voire de tous les êtres capables de sensibilité de manière générale. Et donc on va ouvrir une nouvelle partie qui va porter sur la doctrine utilitariste, telle qu'elle va être théorisée par Mill, John Stuart Mill, un auteur qu'on a déjà vu. Avec votre permission, je vais arrêter le cours maintenant. On va prendre nos 5 minutes de break maintenant. C'est une question c'est pour la vidéo en fait. Là, je suis déjà à 3,7 gigas. Il faut que j'interrompe la vidéo pour voir si j'ai suffisamment d'espace sur le disque dur. Alors, prenez 5 minutes de break. Roméo, c'est votre question. Est-ce que vous pouvez la noter, la garder pour le cours suivant? Hop. Bah, non, franchement, faut que je trouve une appli qui permet de faire ça parce que j'ai le point mauve, si vous voulez, c'est trop. Vous avez OBS qui est gratuit. OBS. OBS qui doit marcher sur Mac. OBS. Open Broadcaster Software. Ok, et c'est vidéo aussi? Oui, ok. vidéo aussi. Sinon, il y a des trucs de montage. Moi, je sais
sais que Ouais, mais ouais, c'est vrai. j'ai un truc de montage, tu mets juste toute la vidéo, tu la compresse, puis tu la Ouais, mais ressors ça va sans être faire une de galère, montage. je pense. Quoi? Ça va être une galère, je pense, monter et tout. Bah, Là, non, ça mais se ça- Non, mais ça- simplement pour la compresser, Ouais, simplement c'est-à-dire pour la ça compresser. serait pas mal. Juste, tu Bah, la sur mets, OBS, vous pouvez directement paramétrer la qualité de la vidéo, donc vous la baissez, puis ça Ça, oui, d'accord. vous baissera Ok. directement Bon, la effectivement, taille parce que du- bon, je note 2-3 trucs au tableau, mais c'est quand même la taille de pas, l'en- oui, c'est pas enfin, forcément une bonne idée que ça c'est soit l'audio, je d'ailleurs, pense, c'est le vu plus ma tronche en important, ce moment, c'est- que ça soit en haute définition. Voilà. Euh, Voilà. Ça va chercher